Bon, donc bienvenue au CHM 1004, thermodynamique et cinétique. Pour plusieurs raisons, cette fois-ci, le cours se trouve à distance. Je suis désolé. Bon, donc, dans ce cours, le matériel est plus mathématique que vos autres cours, c'est certain. Donc, il faut que vous le preniez au sérieux. Autre part, vous allez avoir du trouble avec. Je vais vous dire plusieurs fois que même si ça semble être trop difficile, vous êtes capable. Ce n'est pas difficile pour être difficile, c'est difficile parce que c'est la matière. Bon, donc dans ce cours, il y a 6 chapitres. Les premiers 4 vont concerner la thermodynamique, puis les 2 derniers vont concernera directement la cinétique. Donc, le chapitre 1, on regarde les gaz parfaits que vous avez déjà vus et réels. Donc, un gaz parfait, ce n'est pas un système physique réel, c'est un système physique idéalisé, modèle. On va regarder la différence entre un gaz parfait et un gaz réel pour plusieurs raisons. Les effets sont différents. On a quelques modèles d'un gaz réel qui sont meilleurs d'un gaz parfait. Vous allez voir qu'ils deviennent plus compliqués. En particulier, c'est important de savoir la différence entre un gaz parfait et un gaz réel quand on regarde le premier principe de la thermodynamique. Dans ce chapitre, on va développer brièvement des expressions qui détaillent les transactions d'énergie pour des systèmes simples. En particulier, on va voir des transactions d'énergie qui impliquent des gaz parfaits. Comme on voit au premier chapitre, les gaz parfaits ne sont pas des vrais systèmes physiques. Donc, on va comprendre que c'est une première approximation à la réalité. Quelques questions des devoirs vont vous faire des développements impliquant des gaz qui sont une meilleure approximation à la réalité. La logique des développements sont identiques, sauf que les expressions sont un peu plus compliquées que pour un gaz réel. Que pour un gaz parfait. OK, donc à ce point-là, il y a un premier examen. Okay, c'est très important. Si on a des conflits d'examen, je peux les déplacer, mais il faut le savoir très, très, très bientôt. Donc, on va regarder ensemble juste. Les examens vont toujours se trouver les lundis en après-midi. Et je regarde simplement les dates que j'ai choisies. Le premier, pour l'instant, le 13 février. Okay, on va discuter les examens plus tard. Mais en principe, la matière sera les 2 premiers chapitres et seulement les 2 premiers chapitres. OK, on continue avec la chapitre 3, qu'on appelle la machinerie du premier principe. Là, ce sont des développements un peu plus longs, mais que vous allez faire pour vous montrer que vous puissiez les faire. Ce ne sont pas des développements compliqués, mais à première vue, c'est intimidant. OK. Finalement, deuxième principe. OK. C'est certain que vous avez entendu les mots, mais le deuxième principe concerne la spontanéité d'une transformation.
OK, là, on a un deuxième examen. Que j'ai mis pour le 13 mars 2023. OK. Chapitre 5, cinétique chimique, je dirais simple. Donc, dans ce chapitre, on va développer les lois de vitesse différentielle et intégrées pour des réactions simples. Finalement, le chapitre 6, cinétique chimique avancée. Donc là, on va avoir des systèmes de réaction, puis des mécanismes qu'on ne peut pas intégrer directement. Donc, on a des approximations à faire, on a des traitements qui donnent des très bonnes explications, puis des interprétations physiques qu'on verra. Puis, l'examen final. Bon, donc, je vais vous rappeler quand c'est pertinent. Le premier examen teste directement seulement les chapitres 1 et 2. Le deuxième examen concerne directement le chapitre 3 et 4. Bien entendu, la matière du chapitre 3 et 4 dépend de la matière des chapitres 1 et 2. Le troisième examen couvre seulement les chapitres 5 et 6. Les concepts sont indépendants. Donc, les examens ne sont pas cumulatifs. Ils testent directement les chapitres qui les précèdent. Bon, OK. Donc, il faut discuter l'évaluation pour le cours. Il y a 3 façons d'évaluation. On a des devoirs. OK. Pour je vais préciser. Il y a 2 façons d'évaluation, puis il y a des exercices à chaque semaine pour vous aider. Donc, pour les notes dans le cours, il y a 3 examens. Et chacun vaut 25%. Ensuite, il y a 5 devoirs. À 5% chacun. OK. Pour vous aider, il y a des exercices à chaque semaine. Le premier ensemble d'exercices est déjà sur le site web. Je vous encourage de les regarder. Après les cours d'aujourd'hui, vous serez capable de répondre à toutes les questions. Les exercices sont présentés le lundi. Donc, lundi à 15h30. Et je pense que c'est ce salle-là. Pas moi, mais quelqu'un fera les exercices avec vous. Je vous encourage fortement à essayer les exercices avant l'atelier. Donc, essayez Pardon. OK. Donc, vous allez voir, le premier devoir est aussi déjà sur le site web. Les questions sur les exercices et les devoirs sont très différents. Les devoirs sont plus difficiles et beaucoup plus longs. Donc, en particulier, les questions de devoir vous demandent de faire des développements mathématiques qui sont un peu plus longs. Il y a plusieurs indices pour vous aider, mais ils sont des questions qui sont plus longs. Bien entendu, sur un examen, je ne vous demanderai pas de répéter ou de faire des questions longues comme pour les devoirs.
Les questions des examens vont ressembler beaucoup les exercices. Je pense que j'ai déjà mis l'examen 1 de l'année passée. Oui, il est là. Pour vous donner une idée des questions d'examen. Bien entendu, l'examen que vous verrez ne sera différent, mais d'exactement le même format. Les exercices sont un mélange de questions numériques pour lesquelles il faut bien utiliser une formule et des questions de développement simple. Les exercices sont des questions que je pourrais demander sur un examen. Finalement, pour les examens, vous avez droit à une feuille d'aide-mémoire que je vous fournisse. Ne faites pas une feuille d'aide-mémoire vous-même parce que ce n'est pas permis. Je vous donne une feuille d'équation avec tout ce qui est nécessaire. Donc, pour vous sauver du temps. L'exemple, la feuille des équations pour les chapitres 1 à 4 est déjà sur le site web. C'est certain que plusieurs équations là sont pas familiers. On va les voir dans le cours. Bien entendu, la première équation, c'est la loi des gaz parfaits que je pense que vous savez déjà. Bon, donc, vous avez droit à la feuille d'équation OK. Puis, je vous dis, ne l'imprimez pas, elle sera fournie. Bien entendu, la feuille des équations pour les chapitres 5 et 6 est différente. Elle sera fournie quand vous aurez besoin. Bon, donc, pour ce qui concerne l'administration du cours, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai prévu être à l'université 2 journées au complet pour ce cours en particulier. Donc, mardi et jeudi, je prévois être disponible entre 9 heures. Donc, je vais l'écrire. Donc, mardi et jeudi de 9 heures à 15 heures en particulier pour ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et quand même, je vous encourage de venir, car les étudiants qui font le mieux dans ce cours sont ceux qui, d'habitude, demandent plus de questions. Donc, en particulier à mon bureau. Aussi par courriel. OK. Donc, encore une fois, ce temps-là, je mets de côté seulement pour ce cours. Si vous me trouvez à mon bureau, OK, je serai à mon bureau, bien entendu. Puis, vous pouvez demander vos questions en tout temps. C'est la priorité pour mon temps dans ces périodes-là. Si vous me trouvez à mon bureau autre part, n'hésitez pas. C'est juste que pendant cette période-là, c'est la priorité pour moi. Okay, l'exception, c'est jeudi le 12. Il y a plusieurs rendez-vous pour début de session qui ont une priorité. Je serai à mon bureau. Si je suis disponible, n'hésitez pas. Okay. Il y a une dernière pièce
d'administration à faire. Le 13 janvier, le syndicat du SPUL prend une vote. S'il y a des conséquences, je vous le dirai. Bon, donc on peut commencer avec la matière du cours. Je vais finir cette courte vidéo avec une révision des mathématiques nécessaires, en particulier pour les 2 premiers chapitres. Donc, une révision mathématique. OK. Je vais souligner le mot révision. Donc, si ce n'est pas une révision pour vous, il faut me le dire, puis on s'accordera, parce que ça va être difficile. Bon, donc les 2 premiers chapitres concernent en particulier des fonctions d'une seule variable réelle. Donc, si on a une fonction f qui dépend de du variable x, on a une fonction Qu'est-ce que ça veut dire? X, c'est un nombre réel. Il n'y a pas de racine carrée de moins 1. OK, il faut être capable de prendre les dérivés et les intégrales. Les intégrales sont moins importantes, les intégrales nécessaires sont d'habitude données. Bon, donc, on écrit le dérivé de f comme ça, qui veut dire qu'on prend... Cet objet-là, c'est l'opération de différenciation sur cette fonction-là. Si c'est non ambigu, on peut aussi l'écrire comme ça. Donc, d'habitude, je vais essayer de toujours l'écrire comme ça parce que c'est moins ambigu. Si vous voyez ça, ça veut dire la même chose. D'habitude. Donc, regardons quelques exemples. Les fonctions qu'il faut savoir comment différencier. Les polynômes. Donc, par exemple, un polynôme à deuxième ordre. Les fonctions exponentielles. Donc, E est un nombre particulier. Vous pouvez le voir n'importe où. Si vous ne le savez pas, si c'est nouveau pour vous, on écrit aussi comme l'exponentielle de x. Pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Parce que c'est moins ambigu peut-être. Je vais essayer toujours d'écrire exp. Si je mets e puissance x, rappelez-moi parce que je veux écrire exp pour que ça soit plus clair. Les deux choses veulent dire la même chose. Pourquoi est-ce qu'on écrit exp? Parce que si on a quelque chose de compliqué, c'est plus clair peut-être si on l'écrit comme ça. En particulier, donc, disons un exemple. Disons qu'on veut l'exponentielle de x au carré, 3x au carré divisé par a. C'est plus facile de l'écrire comme ça que d'essayer d'écrire e puissance 3x au carré sur a. Il y a le potentiel pour une ambiguïté ou des fautes, ce qu'on veut éviter. Donc, je fais l'effort de l'écrire toujours comme exponentielle de x, ou n'importe quoi. Bon, les autres fonctions exponentielles, donc disons a un nombre quelconque, il faut être capable de prendre le dérivé. Les fonctions logarithmiques. Donc, je pense et je suis pas mal convaincu que
La seule la seule base logarithmique valide dans ce cours, c'est la logarithme naturelle. C'est l'inverse de l'exponentiation. Donc, la logarithme de l'exponentielle de x, c'est simplement x. Et l'exponentielle du logarithme naturel de x, c'est x. Bien entendu, on peut faire des logarithmes avec des bases différentes. Ce n'est pas pertinent pour ce cours, donc ce n'est pas nécessaire de le savoir. Bon, donc, les opérations avec les exponentielles sont assez faciles. Donc, l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b, bien entendu, c'est l'exponentielle de a plus b. Il faut que vous sachiez les règles pour les logarithmes aussi. C'est l'inverse. Donc, en particulier, le logarithme de AB, c'est le logarithme de A plus le logarithme de B. Si ça, ce n'est pas familier pour vous, il faut le pratiquer parce que les fautes là sont pas bons. Okay, les autres règles pour les logarithmes, si on a A puissance B, c'est B fois le logarithme de A. Et le logarithme de A divisé par B, c'est... Bon, donc, j'espère que c'est la révision pour vous. Si ce n'est pas le cas, il faut le pratiquer. Bon, donc, regardons les dérivés des fonctions élémentaires qu'on vient de voir. Il y a aussi les fonctions trigonométriques périodiques. C'est toujours bon de les connaître. Pour ce cours, ce n'est pas nécessaire. Bon, donc, on va faire un tableau de f avec les premiers dérivés. Là, je vous le dis, j'espère que c'est familier. Donc, x puissance n, son dérivé, c'est n fois x puissance n moins 1. Le dérivé de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Le dérivé de a, un nombre quelconque, c'est le logarithme de a fois a puissance x. Okay. Quand on a une expression comme ça, qui est un cas plus général qu'un cas spécifique, le cas spécifique étant l'exponentielle, c'est toujours pertinent de vérifier que, avec notre cas général, on retrouve le cas particulier. Donc, si on utilise cette formule dans le cas de l'exponentielle, on reçoit le logarithme de e fois l'exponentielle de x. Et c'est quoi le logarithme de e? C'est 1. Donc, ça redonne exactement ce qu'on voulait. Bon, et finalement ici, le logarithme naturel de x, son dérivé, c'est 1 sur x. Okay. Ces quatre fonctions-là, il faut les savoir. Bon, ensuite, il y a 4 règles pour les dérivés. Il faut les savoir, on les utilisera cette semaine. Si on a une fonction f et une fonction g qui sont quelconques, la règle des sommes nous dit que le dérivé de f plus g est le dérivé de f plus le dérivé de g. Qu'est-ce qui arrive si on a 3 fonctions? Ça devient la somme des 3.
Qu'est-ce qui arrive si on a 50 fonctions ou 150 fonctions ou un millier de fonctions? Ça devient la somme des premiers dérivés. Fini. Deuxièmement, règle des produits. OK, donc encore une fois, on a f et g. C'est quoi le dérivé de f fois g? C'est le dérivé de f fois g plus f fois le dérivé de g. Okay, vous pouvez vérifier que donc, pour des fonctions réelles, c'est toujours le cas que fg, c'est la même chose que gf. Vous pouvez vérifier, et je vous encourage de l'essayer, que le dérivé de gf donne la même chose que le dérivé de fg. Donc, toujours restant sur les produits. Qu'est-ce qui arrive si on a trois fonctions? Donc, le dérivé je vous dis le résultat qui est le dérivé de f fois g fois h plus f donc, on prend le dérivé du premier fois les deux autres, on prend le dérivé du deuxième fois les deux autres, puis le dérivé du dernier fois les deux autres. Qu'est-ce qui arrive si on a 50 fonctions? On a une somme de 50 termes. Dans chacune des termes, on a le premier dérivé avec une des fonctions. OK, ensuite, on a une troisième règle qui est exactement la même que la règle des produits, mais on l'écrit parce que pourquoi pas. C'est une règle des proportions. OK, vous sentez, et c'est évident que je suis anglophone. Donc, c'est souvent le cas que je vais nommer les règles en anglais aussi pour votre référence, pour vous aider, je ne sais pas, mais souvent, si vous voulez chercher à l'Internet, je vous donne les noms dans les deux langues. Donc, en anglais, on appelle ça quotient rule. Donc, si on a f divisé par g, le dérivé donc, vous pouvez l'évaluer avec la règle des produits. Ça vous donne un résultat qui est structuré, qui est celle-là. Donc, c'est le dérivé de f moins f fois le dérivé de g divisé par g au carré. Donc, j'espère que tout ça est de la révision. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage de faire de la révision. Okay. La quatrième règle, qui est d'habitude le plus important, c'est la règle des chaînes. Okay. Là, on a une fonction f et une fonction g. En particulier, on utilise f évalué à g.
Donc, on prend g, on l'évalue, on donne cet argument à f. C'est quoi le dérivé de f de g de x? Bon, donc c'est très facile de l'écrire avec l'autre notation, donc je vais l'écrire de cette façon en premier. Ensuite, on l'écrit comme f' évalué à gx fois g'x, ce qui est la même chose que OK. Et là, je vous donne des exemples. Donc, l'exponentielle de x puissance 3. Donc, je vous dis que c'est de la forme f de g de x avec f l'exponentielle, puis g. OK, donc on peut évaluer les deux dérivés. Donc, celle-là est bien entendu l'exponentielle. Ensuite, donc, avec la règle des chaînes, on peut évaluer le dérivé de l'exponentielle donc ça c'est le f' évalué à gx multiplié par 3x au carré. Regardons plus d'exemples. Ok, je vais écrire f de g de x. Non. Je vais simplement nommer la fonction. Donc, OK. Donc, il y a plusieurs règles qu'il faut utiliser en même temps. En premier, il faut voir que ça, c'est la même chose que x moins b puissance moins 1. Donc, le logarithme naturel de ça, c'est le logarithme naturel de OK. Ensuite, règle des exposants pour les logarithmes, c'est moins logarithme x moins b. Donc, on peut réécrire notre fonction comme x plus a au carré, logarithme naturel x moins b. Là, c'est un produit de deux facteurs, donc on peut utiliser la règle des produits. Donc, on commence avec le dérivé de x plus a au carré. Je vais l'écrire symboliquement, puis on va l'évaluer. Fois le logarithme x moins b, plus de l'autre façon, donc on a un signe négatif, fois le dérivé bon, le dérivé de x plus a au carré, c'est 2 fois x plus a aux puissance 2 moins 1, qui est 1, fois le dérivé de x plus a avec x. A, c'est un constant, x, c'est la variable, donc le dérivé de x plus a avec x, c'est seulement 1. Fois le logarithme x moins b, moins x plus a au carré, fois le dérivé de logarithme x moins b. Donc, c'est
1 divisé par x moins b fois le dérivé de x moins b avec x en utilisant la règle des chaînes. Donc, je vous ai dit que ça c'est 1. Avec le même raisonnement, b c'est un constant, x c'est la variable avec laquelle on prend le dérivé. Celle-là, c'est aussi 1. Donc, moins 2x plus a fois 1 fois logarithme naturel de x moins b moins x plus a au carré et c'est tout. Bon, donc ça c'est une révision rapide des dérivés. Vous êtes responsable pour les dérivés. Okay. Dans ce cours, il y aura plusieurs temps où il faut écrire une intégrale. Dans ce cours, par contre, on ne teste pas votre capacité d'évaluer les intégrales. La plupart ont une forme que je vous donne. Bien sûr, sur les examens, il n'y a aucune intégrale à faire à la main. S'il faut évaluer une intégrale, c'est soit qu'on l'évalue à 2 points ou je vous donne une formule. Donc, par contre, il faut comprendre ce que ça représente. Donc, les intégrales. Donc, encore une fois, on s'intéresse à une fonction d'une variable réelle. Et aussi dans ce cours, la forte majorité des intégrales sont définies entre 2 points. Donc, l'intégrale de f entre a et b a une interprétation géométrique. Si on fait un dessin de la fonction, pas trop important, on a un point A, puis un point B. L'intégrale de f entre a et b, c'est l'aire sous la courbe. Donc, l'intégrale entre le point A et le point B. OK. Ça, c'est ce que ça représente. C'est défini comme la somme de f à tous les points entre A et B, ce qui vous donne l'aire sur sa courbe. Donc, c'est défini comme la somme de toutes les valeurs. Dans un cours de calcul, au cégep probablement, vous avez vu les intégrales et vous seriez capable de les évaluer comme les antidérivés des fonctions. Donc, je vous donne quelques exemples. La plupart des intégrales dans ce cours sont faites dans les leçons, mais quand même, si vous n'êtes pas familier avec, ça va vous faire peur. Donc, on a une liste de f et ses antidérivés. Qu'est-ce qu'on veut dire par antidérivé? Si je vous donne xn comme une fonction, c'est quoi la fonction que quand on prend son dérivé redonne f? C'est tout. Donc, c'est l'inverse de la différenciation. Vous pouvez voir ou vérifier que c'est x puissance n plus 1 divisé par n plus 1, puis plus quelque chose qui ne dépend pas de x. Donc, dans un cours de maths, c'est toujours nécessaire d'écrire qu'il y a un constant qui ne contribue pas. Dans ce cours, c'est pas pertinent, sauf dans les 2 derniers chapitres où je vais être très, très strict là-dessus.
Donc, d'habitude, on peut oublier. Okay. Donc, x au puissance n, je veux que vous sachiez que son antidérivé, c'est x au puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Okay. L'autre qui est important, qui ne se trouve pas dans ce patron, c'est 1 sur x. On a vu que le dérivé du logarithme naturel de x, c'est 1 sur x. Donc, dans un cours de maths, on précise que c'est le logarithme du valeur absolue de x, bien entendu, plus un constant. Okay, donc, dans un cours de maths, c'est bien important de préciser la valeur absolue. Dans ce cours, ce n'est pas le cas, car l'argument doit toujours être positif pour des raisons physiques. Donc, dans ce cours, c'est acceptable et encouragé d'utiliser seulement le logarithme naturel de x, car x sera toujours positif. Okay. Ça ne sert pas à grand-chose de mémoriser des autres antidérivés. Il y a 3 techniques pour faire des intégrales, qu'en principe vous avez déjà vu. Le premier s'appelle la substitution. On va voir des exemples. Je ne vous donne pas d'exemple aujourd'hui, mais on va voir. On peut dire que c'est l'inverse de la règle des chaînes. J'ai fait un effort. Je pense que règle est masculin, je ne me souviens pas. Bon. Ensuite, les fractions partielles, on va voir en détail des exemples au chapitre 5 et 6. C'est directement l'inverse de additionner des fractions. On a une fraction qu'on veut séparer en 2 parties. Pourquoi? Parce que les fractions séparées sont plus faciles à intégrer. Okay. Et le dernier, ce qui est le plus important, c'est l'intégration par partie. Je ne me souviens pas. Je ne pense pas qu'il y ait un exemple pertinent dans ce cours. Donc, je ne vais pas le présenter en détail. On peut le comprendre comme l'inverse du règle multiplicative. L'énoncé que vous verrez dans un texte, c'est l'intégrale de u, une fonction, fois dv. On l'écrit comme uv moins l'intégrale de v du. Encore une fois, je ne pense pas que c'est trop pertinent de ce cours. S'il y a un exemple, je vais le dire. La première fois que j'ai fait ce cours, il y avait une intégrale dans la deuxième leçon qui était très compliquée. Il fallait utiliser ça. Je ne le fais plus. Bon, donc, avec les dérivés et les intégrales, on comprend les formes des fonctions. C'est très important, et on va le voir aujourd'hui, d'être capable d'identifier les points d'une fonction où la fonction porte des valeurs extrêmes. Donc, les points extrêmes. Donc, en particulier, ce qui veut dire qu'on a x puissance 3 d'une forme ou une autre, les fonctions qui représentent des gaz sont souvent cubiques. Ce qui veut dire qu'ils ont une forme connue. On peut faire des dessins. Donc, la courbe que je dessine n'est pas une courbe qui représente un gaz, seulement un cubique. En général, un cubique a cette forme-là. Cependant, ce qu'on va dire est vrai pour chaque fonction, mais avec la forme cubique, c'est plus facile de présenter exactement ce qu'on veut dire. Donc,
Les points extrêmes sont le maximum et le minimum. À droite, on a un accroissement jusqu'à l'infini, donc il n'y a pas de maximum qu'on peut identifier. Et à gauche, on diminue vers moins infini, donc même histoire. À ces deux points-là, on peut dessiner une ligne tangente à la courbe et elle est plate. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier dérivé de f avec x à ce point est égal à 0. La pente de la tangente qui touche la courbe à ce point est plate. Sa pente est 0. Okay, c'est pertinent à cause que, avec une forme connue pour f, on peut évaluer son premier dérivé, puis trouver où ce premier dérivé est égal à 0. À ce point-là, on a une valeur extrême pour la fonction. On va voir un exemple pertinent aujourd'hui. Donc, l'autre possibilité pour une fonction cubique, c'est qu'on a une fonction comme ça. Ok, c'est moi qui ne dessine pas trop bien. Je ne veux pas de coin, on veut une courbe. Ok, meilleur. Ok, il n'y a pas de maximum ou de minimum, mais à ce point-là, on a une première dérivée qui est égale à 0, et on a une deuxième dérivée qui est égale à 0. Donc, pour ce cas à droite, il n'y a pas de maximum ou de minimum local, mais il y a un point où la pente est 0 et le deuxième dérivé est égal à 0. On appelle ce point-là un point d'inflexion. Et on va trouver ce point pour des fonctions particulières la semaine prochaine. Okay, la courbe à gauche a un point d'inflexion défini par où sa deuxième dérivée est égale à 0, et c'est plus ou moins là. Donc, à ce point, le deuxième dérivé est égal à 0. Mais son premier dérivé, on peut voir qu'on a une tangente qui a une pente négative, donc n'est pas égal à 0. Le point d'inflexion du cas à gauche est moins important, donc on ne le discutera pas. On va voir un plein d'inflexion où il faut trouver le premier et le deuxième dérivé égal à 0. Bon, donc là, c'est la fin de la révision mathématique. Si ce sont des concepts nouveaux, il faut me le dire parce qu'il faut qu'on en discute pour vous donner des ressources à suivre. Ce n'est pas un cours où je vais vous demander de donner des preuves ou d'évaluer ces types d'exercices en détail. Par contre, il faut être capable d'évaluer des dérivés en particulier.